Bienvenue à Lorenzane. Je suis votre guide et je vais vous raconter l'histoire de ce domaine qui fut au XVIIIe et XIXe siècle le plus grand domaine viticole de Gradignan. Rendez-vous au point 1 du plan face à l'entrée de la mairie. Les origines. Nous n'avons que très peu d'informations concernant le domaine au Moyen Âge. Constitué durant la période de domination anglaise, quand le duc de Gascogne, roi d'Angleterre, distribuait des terres en remerciement pour services rendus, le domaine semble assez vaste. Nous n'en connaissons pas les limites exactes, mais nous savons qu'il englobe l'actuel domaine de Tozia. Après le départ des Anglais, les seigneurs de Lorenzane devinrent vassaux du roi de France et leurs biens furent rattachés au domaine royal. Au XVIe siècle, la seule information dont nous disposons est relative à son propriétaire. Il s'agit d'Henri de Lorenzan, seigneur de Pommiers, écuyer du roi de France entre 1514 et 1535, et qui laissa son nom à la propriété. Rendez-vous au point 2 du plan. Au XVIIe siècle. Nous n'avons toujours pas de détails sur les limites du domaine et l'aspect des bâtiments. Il s'agissait selon toute probabilité d'une grosse maison bourgeoise. Deux événements en lien avec Gradignan et Lorenzane nous sont cependant relatés. Le premier date de 1649. À cette date, Louis XIV est roi de France, mais trop jeune pour gouverner. C'est sa mère, Anne d'Autriche, qui exerce la régence. Elle est aidée pour cela par le cardinal Mazarin. Pour financer entre autres la guerre de 30 ans, Mazarin instaure des réformes dans les domaines de la justice et des finances. Il remet notamment en cause les privilèges des parlementaires en multipliant la création des offices. Cet acte a pour conséquence une chute du cours du prix de la charge de parlementaire ainsi qu'une baisse des gages de ces derniers. À cela s'ajoute, comme pour le reste de la population, une augmentation des impôts. Les parlementaires sont les premiers à se soulever contre le pouvoir central. C'est le début de la Fronde. Le Parlement de Bordeaux est le deuxième après Paris à entrer en rébellion, et ce par un acte fort, la mise à la porte de la ville de son gouverneur, Bernard de Nogaret de Lavalette, duc d'Épernon. Le duc a 56 ans au moment des faits. Il est gouverneur de la Guyenne depuis 1634. Décrit comme un homme brutal, hautain, rapace et rempli de vices, il est soupçonné d'avoir empoisonné sa première femme et d'avoir rendu extrêmement malheureuse la seconde. Il est cependant un des protecteurs de Molière en Guyenne. Furieux de ce renvoi, il se précipite auprès de Mazarin. Le cardinal, qui souhaite étouffer les révoltes au plus vite, fournit au duc une armée avec laquelle celui-ci revient en Bordelais. Décidé à soumettre Bordeaux, le duc d'Épernon attaque par Lormont et Gradignan. Cela peut paraître étrange. En fait, Caillac, depuis le Moyen Âge, en plus d'être un lieu d'accueil sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est un poste avancé de défense de Bordeaux. Quoi de plus simple, en effet, à l'approche d'une armée venant du sud, de sauter sur un cheval et de prévenir Bordeaux, qui pourra ainsi fermer les portes de la ville. Le duc se présente donc devant Caillac avec son armée. Dans ses mémoires, il écrira qu'il a trouvé à Caillac une résistance plus importante que ce à quoi il s'attendait. Essayant dans un premier temps de négocier, il promet à tous la vie sauve si on le laisse passer. Mais la petite garnison refuse. S'ensuit donc une bataille qui, du fait de l'inégalité des forces en présence et d'un manque de munitions du côté des Gradignanais, tourne vite à l'avantage du duc d'Épernon. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, le duc fit pendre haut et court à la façade de l'église le chef de la garnison, et ce, malgré les protestations de ses lieutenants. Il pilla ensuite le domaine de Caillac, mais également celui de Lorenzane, dont le propriétaire n'était autre que M. de Monnier, un des 8 parlementaires de Bordeaux. A-t-il attenté à la vie de M. de Monnier ?
Dans l'état des recherches actuelles, nous n'en avons pas la certitude. Le deuxième événement, moins tragique et même plutôt surprenant, a lieu en 1668. Louis XIV est roi et exerce seul le pouvoir. Le tsar de Russie, Alexis Ier, souhaite créer des accords commerciaux avec la France et l'Espagne. Pour ce faire, il envoie un émissaire, le prince Potemkin. Celui-ci va commencer par l'Espagne et après 7 mois passés dans la péninsule ibérique, le prince Potemkin traverse la frontière, entre dans Bayonne et prend la direction de Bordeaux. Il envoie 2 émissaires vers Bordeaux pour prévenir de son arrivée et dans l'espoir d'être accueilli. Il faut bien se rendre compte qu'une telle délégation est constituée de centaines de personnes. Le prince, sa cour, les serviteurs et les soldats, soit au moins 500 personnes qui avancent relativement lentement. Être accueilli est très important car sous cette appellation, on sous-entend le fait d'être nourri, hébergé et transporté. Or, M. de Saint-Luc, le gouverneur de Bordeaux, n'a jamais entendu parler d'une quelconque délégation russe et n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Il va donc, dans un premier temps, refuser tout accueil, mais envoie cependant un courrier auprès de Louis XIV afin d'obtenir des directives. Les émissaires du prince Potemkin repartent vers le sud et rejoignent la délégation russe à Gradignan. Furieux de ne pas être accueilli selon son rang, le prince Potemkin décide de s'arrêter là où il se trouve, soit dans les vergers du village, et d'attendre que l'on vienne le prendre en charge. Gradignan, à cette date, est un village de maximum 200 feux ou familles. Vous imaginez la surprise à l'apparition de cette foule très exotique qui plante de plus des tentes partout. Tout cela arrive très vite aux oreilles de M. de Monnier, fils, toujours propriétaire du domaine de Lorenzane. M. de Monnier décide, lui, d'accueillir le prince Potemkin et une partie de sa suite. Le récit de toute cette aventure nous est relaté par le prince Potemkin lui-même, puisqu'il a tenu un journal de son voyage. Cet écrit a été traduit en 1856 par un autre prince russe, Emmanuel Galitzine, émigré en France. La description faite par le prince Potemkin est savoureuse. Elle relate, entre autres, les difficultés de conversation puisqu'il ne fallait pas moins de 2 interprètes pour se comprendre. L'un qui traduisait du russe à l'allemand et l'autre de l'allemand au français. Vous imaginez la lenteur de la conversation. À cela s'ajoutent les us et coutumes de chacun. Alors que le prince russe, dès lors qu'il parle de son souverain, énumère tous ses titres, et la liste est longue, M. de Monnier ne parle que du tsar, omettant par méconnaissance toutes les autres distinctions. Et cela fâche énormément le prince Potemkin, qui trouve cela fort injurieux. Enfin, la nourriture française n'est pas du goût des invités russes. Malgré toutes ces petites anicroches, le prince Potemkin précisera dans son récit de voyage qu'il fut fort bien accueilli à Gradignan. Le dénouement de cet événement a lieu 15 jours plus tard quand M. de Saint-Luc, sur ordre de Louis XIV, récupère à grand renfort de carrosses le prince russe et toute sa suite pour les transporter à Bordeaux puis à Paris. De ce voyage naîtront les premiers accords commerciaux entre la France et la Russie. Rendez-vous au point 3 du plan. La serre. Arrêtons-nous un instant à la serre de Lorenzane. Cette serre n'est pas la serre initiale du domaine. Il existait, de l'autre côté du château, une première serre qui fut vendue à la mairie de Talence avant la Deuxième Guerre mondiale et qui a disparu depuis. La serre que vous voyez est implantée sur le site de l'ancienne orangerie du XVIIIe siècle, elle-même détruite dans un incendie en 1852. La serre est attribuée à l'école de Gustave Eiffel et a été construite dans le dernier quart du XIXe siècle en vue de l'exposition universelle de 1878 à Paris. Nous ne savons pas comment elle est arrivée en Gironde, mais elle s'est retrouvée dans la propriété Malray à Cateaujac. En 1973, quand le domaine a été divisé entre les différents héritiers,
la serre a été laissée à l'abandon. Monsieur Canivinck, ancien maire de Gradignan de 1977 à 2003, l'a découverte lors d'une promenade. Il a fait racheter la serre par la mairie de Gradignan. Chaque pièce numérotée, elle a été démontée et restaurée par les services techniques municipaux. Les travaux ont duré 2 ans. À l'intérieur, on peut y voir la Bacchante, une des œuvres de la sculptrice Danielle Bigata. 16 autres sculptures forment l'escale Bigata dans le parc de Lorenzane. On y trouve également 2 portraits en azulejos du Portugal. Ces portraits ont été effectués par la ville de Figueira do Foz, avec qui Gradignan a été jumelé. Le premier portrait représente Gustave Eiffel, 1832-1923. Le deuxième est celui de Monsieur de la Quintigny, 1626-1688. Avocat à la cour de Paris, puis précepteur du fils du président de la Cour des comptes, Monsieur de la Quintigny amène son jeune élève découvrir les richesses de l'Italie. Ce voyage est une véritable révélation pour lui. Il décide de tout abandonner pour devenir jardinier agronome. Et il part en Angleterre suivre une des meilleures formations. De retour en France en 1661, il est chargé par Fouquet de gérer les jardins de Vaux-le-Vicomte. À la disgrâce de ce dernier, il intègre l'équipe de Lenôtre à Versailles et devient le créateur du potager du roi, directeur des jardins fruitiers. Le roi a de nombreuses exigences en matière de repas. Il souhaite notamment une grande variété de fruits et légumes à sa table, et ce, quelle que soit la saison. De nouvelles variétés ont été importées des terres nouvellement découvertes, et Monsieur de la Quintigny va faire partie des quelques personnes qui vont chercher comment faire pousser sous nos latitudes des fruits et légumes venus d'ailleurs. C'est le début de la culture sous cloche qui deviendra la culture sous serre. Rendez-vous au point 4 du plan. Le XVIIIe siècle. Revenons à l'histoire du domaine de Lorenzane que nous avons laissé fin XVIIe, début du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Gradignan compte un nombre important de maisons de campagne des habitants fortunés de Bordeaux. Pourtant, Gradignan n'offre pas de conditions particulièrement favorables à cela. Le village n'est pas à proximité de la grande ville, comme Talence, ni du fleuve, comme Bègle, et son terroir n'est pas meilleur qu'à Pessac. Certes, il y a l'Aubourde et ses moulins, mais ce n'est pas cela qui explique l'implantation de cette trentaine de châteaux. Gradignan est au carrefour de 3 routes importantes. La première, qui relie Bordeaux à Bayonne, coupe la paroisse en son milieu. C'est l'ancien chemin roumieux des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La seconde, située au nord-ouest, est une ancienne voie romaine et forme la limite avec Pessac. Enfin, la troisième part en direction de Léognan et rejoint la route Bordeaux-Toulouse. Ce sont ces avantages qui font que Gradignan comptait à la fin du XVIIIe siècle, comme le disait l'abbé Beaurain, quelques maisons nobles et quantité de maisons bourgeoises, toutes plus agréables les unes que les autres. Et parmi elles, le château de Lorenzane, qui sera la plus importante par sa superficie et la plus connue pour son vin. En 1723, par le jeu des alliances, le domaine de Lorenzane entre dans la famille de Gabriel de Raymond, marquis de Salegourde. À cette occasion, un plan de l'intérieur nous est parvenu. On peut y remarquer que la demeure est majoritairement de plain-pied avec une petite partie surmontée d'un étage. En 1752, le domaine est vendu au sieur Pourçain. Cette personne, depuis déjà plusieurs années, souhaite acquérir Lorenzane. Chaque fois qu'une parcelle proche du domaine est mise à la vente, il s'en rend acquéreur. Le 24 juin 1752, c'est chose faite. Monsieur Pourçain est le nouveau propriétaire de Lorenzane. À cette occasion, une anecdote nous est rapportée. En ce jour du 24 juin, le sieur Pourçain se rend avec son notaire dans le château de Lorenzane. Il ouvre et referme immédiatement les fenêtres, fait et éteint le feu, jette de la terre en l'air, coupe des branches d'arbres ou de vignes. Non, le sieur Pourçain n'est pas fou. Il signifie par ses gestes qu'il est le propriétaire des lieux et qu'il fait ce qu'il veut. Lors de cette vente,
un inventaire et un dessin de la bâtisse ont été établis. Le dessin nous montre un pavillon central éclairé par des baies étroites et hautes et encadré par 2 ailes basses. À l'extrémité ouest se trouvait une chapelle, puis un vestibule et une chambre, suivis d'une grande salle. La partie la plus ancienne semble être le corps de logis double à un étage, plus massif. Un escalier permettait de monter à l'étage sans que l'on sache si cet escalier était à l'intérieur ou à l'extérieur du logis. La chapelle était ornée de plusieurs tableaux et l'aménagement intérieur montre un certain confort. À l'extérieur, un jardin à la française était agrémenté d'un bassin, d'un potager et d'un verger. En 1772, la propriété est vendue à Pierre Desclos, écuyer qui donnera son nom au moulin Desclos, aussi appelé moulin du Moulineau. En cette fin du XVIIIe siècle, la propriété compte un vignoble, des bois pour la chasse, le moulin, un chai, un cuvier, un four et une grange. Rendez-vous au point 5 du plan. Le XIXe siècle. C'est la période de la splendeur du domaine de Lorenzane. La bâtisse est transformée en 2 temps, en 1813 et en 1845. Ces transformations se voient aux différents cadastres napoléoniens. Le bâtiment initial est peut-être détruit, la partie centrale est rehaussée, de nombreuses dépendances dédiées au travail sont construites. La façade arrière donnant sur le jardin, longue de 80 mètres, est rythmée de pilastres. En 1851, Octave Rodrigue devient propriétaire du domaine. C'est lui qui va initier la nouvelle toiture qui gardera le même aspect jusqu'en 1984. À sa mort, en 1870, son fils Gaston hérite de la propriété. Gaston est avocat au barreau de Bordeaux. Il a épousé Marie Dubreuil, qui n'était autre que la fille du métayer des lieux. Ils eurent ensemble un enfant qui mourut à l'âge de 10 ans d'une crise d'appendicite. À la mort de Gaston, sa veuve continuera à s'occuper du domaine, qui passera ensuite à son frère, Léon Dubreuil. Cette deuxième partie du XIXe siècle sera la plus faste de Lorenzane. Le domaine fait 100 hectares d'un seul tenant, c'est-à-dire que toutes les terres sont regroupées autour du château. Un mur d'enceinte, haut de 4 mètres, entoure ces 100 hectares. 25 hectares sont consacrés au parc dans lequel on retrouve un jardin anglais, des arbres aux essences variées, venus des 5 continents. Des prés, des bois, jouxtent la vigne, qui occupe 20 hectares. 2 allées de 500 mètres chacune partent du château et rejoignent la route de Bayonne, l'actuelle cour du Général de Gaulle, limite ouest de la propriété. De l'autre côté, l'eau Bourde passe sur le domaine. C'est la zone d'activité où l'on pratique l'élevage et la minoterie. L'actuelle maison de la nature est une vacherie dite modèle car elle applique des méthodes nouvelles d'hygiène. Le troupeau est important. Le moulin fonctionne. Une canalisation part même de ce moulin et amène l'eau courante au château, ce qui est extrêmement rare à l'époque. Un chai, un cuvier, une tonnellerie, un potager, un enclos à cochons, rien ne manque à ce domaine. Des vins de qualité supérieure sont produits. En 1850, 31 500 litres, puis en 1898, 90 000 litres, dont la plupart est exportée vers l'Angleterre. Toulouse-Lautrec, 1864-1901, ami de la famille, séjournera plusieurs fois au château. Il se dit même que plusieurs tableaux du maître brûleront dans l'incendie de 1984. Le XXe siècle. Les crises de mildiou et de phylloxéra mettent un terme à l'exploitation viticole. La propriété se consacre désormais essentiellement à l'élevage. Léon Dubreuil, qui a hérité du domaine à la mort de sa sœur, devient maire de 1904 à 1919 et perpétue la tradition par quelques soirées fastes. En 1953, ses descendants vendent la propriété à la famille Marly. Elle-même met en vente Lorenzane en 1977. C'est une époque où de nombreuses grandes propriétés de la commune disparaissent, rachetées par des promoteurs immobiliers qui rasent les châteaux pour construire des habitats. Afin de lutter contre cette disparition du patrimoine communal, le conseil municipal décide d'acheter le château et les 8 hectares qui sont autour.
Le reste est en effet vendu à des promoteurs immobiliers qui vont ainsi créer plusieurs lotissements. À cette époque, les services de la mairie sont installés au château de l'Ermitage et Lorenzane est dédié à quelques associations qui s'y installent. En 1981, la série Les fiancés de l'Empire y est également tournée. Mais dans la nuit du 2 au 3 février 1984, un incendie ravage le château. La question se posera alors de la démolition complète de celui-ci. Cependant, le château de l'Ermitage commence à être trop petit pour accueillir la nécessaire extension des services municipaux due à la progression de la population. Le château est donc reconstruit. Les travaux durent 2 ans avec une originalité. Des murs intérieurs sont construits contre les murs existants afin que la structure des bureaux s'appuie sur du neuf et ne mette pas en péril les murs originaux. En 1986, les services municipaux s'installent dans les nouveaux locaux. Rendez-vous au point 6 du plan. Le blason. Le blason de Lorenzane est visible au centre de la façade arrière du château. L'écu qui se trouve au milieu représente les armoiries de la famille des Raymond de Salgourde. Les fleurs de lys font référence au roi de France dont les seigneurs du domaine sont les vassaux. La couronne est une couronne ducale. Or, Raymond de Salgourde était marquis. Mais les deux couronnes sont assez similaires et les erreurs fréquentes lorsqu'il s'agissait de recopier l'une ou l'autre. Enfin, les abeilles sont des ornements courants en héraldique. La vigne rappelle le passé viticole du domaine. Les girouettes. À Lorenzane, point de coque au sommet des toitures. Ici, les dragons sont rois. Faut-il y voir une référence à la domination médiévale anglaise ? Un rappel au duc de Guyenne dont l'étendard porte des lions stylisés proches des dragons ? La visite du domaine de Lorenzane est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Au revoir.